Bonjour Web et donc au Deep Web. Bienvenue sur notre podcasteur, le Blockdown Blockchain Podcast, version FR, donc numéro 4. La version anglaise a déjà été mise en boîte et sera disponible très bientôt. Blockdown Blockchain Podcast, le podcast qui, en ces moments de confinement douloureux, mais parfois nécessaires, va retracer l'ascension irrésistible de la technologie blockchain dans tous les aspects de notre vie et comment elle nous impacte du point de vue des influenceurs électroniques. BDB 4 est donc le sister podcast de Starcast, le podcast des influenceurs électroniques, une autre production et inception numérique de ADMP. Mesdames et messieurs, nous envoyons via ce podcast un pur signal pour mettre fin ici à l'infodémique qui sévit sur les interwebs et qui, voyez-vous, parfois crée des petites dissonances cognitives. Aucune fausse nouvelle, aucune fake news ou aucune infox ici ne sera autorisée. Je m'appelle Herman Jumessi, fondateur de l'incubateur virtuel ADMP et mon co-animateur est le docteur Won Kim de l'ESCE Paris Business School, le seul et toujours le meilleur blockchain master de la French Tech Hexagone. Le meilleur master de France sur la blockchain si vous préférez, ok? Vous avez quelque chose à dire à ce sujet-là, d'ailleurs, docteur? Thank you, merci pour cette participation, Claire. Et je veux introduire notre invité aujourd'hui, c'est Claire Desombres. Alors, bonjour Claire. Eh ben, écoutez, Herman et moi, je suis ravie d'être avec vous et j'attends avec impatience toutes ces questions pour qu'on puisse chahuter le sujet et avancer. Alors, évidemment, nous devons déjà établir les règles du jeu avant de partir dans ce sérieux match. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler exactement de quoi, Claire? Vous pouvez nous dire à peu près quel sera le sujet? Ok. Aujourd'hui, les GAFA ont une place prédominante. Enfin, depuis 2 décennies au moins, les GAFA ont une place prédominante. Est-ce que la blockchain pourrait proposer d'autres alternatives? Donc ça, c'était une question que je me suis posée et sur laquelle je planche depuis un certain nombre de temps. Et la réponse est surprenante. Enfin, en tout cas, le début de réponse est surprenante et j'attends de pouvoir en discuter avec vous. La réponse sera surprenante, donc restez sur ce podcast, likez, cliquez, commentez, partagez, parce que je peux vous dire que ça va dégager. Alors, on se lance tout de suite, sans plus attendre. Bonjour Claire Desombres. Faites-nous part tout d'abord de votre origin story, comme on dit pour les super-héros, hein, vos antécédents, quoi, et surtout, par exemple, quand est-ce que vous avez acheté votre premier Bitcoin? Ok. En 2015. 2015. En 2015, ouais. Je traînais régulièrement mes guêtres au Numa. Et en fait, le Numa est en face de la maison du Bitcoin en fait, je voyais souvent des gens rentrer et sortir avec une gueule patibulaire, il faut le dire, de cet endroit qui avait pas l'air chaleureux et qui ressemblait à rien et dont on comprenait rien. Et ouais, voilà. Et puis un jour, j'ai pris mon courage à deux mains entre midi et 2h et j'y suis allée. Et en fait, devant moi, il y avait 2 grands mecs patibulaires qui s'il m'avait plaqué contre le mur, volé, violé, découpé en morceaux, brûlé, ça m'aurait même pas surprise. En fait, tellement ils avaient des sales gueules. Ah ouais. Voilà. Et puis en fait, le premier était en train de discuter avec le caissier et il dit. Et il met la main dans sa poche, il sort plein de billets et il le met sur le comptoir et il dit voilà, je voudrais acheter des bitcoins. Voilà mon adresse. Et donc le mec lui dit je peux rien faire, c'est pas de papier d'identité. Donc le mec avait pas de papier d'identité, donc l'histoire commence à s'arrêter là. Sauf que moi j'avais mes papiers d'identité et donc comme je j'étais à comprendre, j'ai dit je peux faire quelque chose pour vous aider et le mec est-ce que vous êtes et j'ai besoin. Je vais mettre mon porte-monnaie
et je vais mettre mon porte-monnaie sur votre téléphone. Donc c'était un Jax et voilà. Et donc je dis oui, sans comprendre, sans rien comprendre, mais je dis oui. Voilà. Et donc il installe Jax, il fait toutes les manips, je donne ma carte d'identité, il me file 500 balles que je donne au caissier avec ma carte d'identité. Le caissier les transfère. Et l'histoire s'arrête pas là, parce qu'en fait après il a 500 autres euros, et le caissier lui dit non mais vous dépassez le montant attribué, donc il faut que vous passiez que vous fassiez un transfert avec votre carte bleue à partir. Et le jeune lui dit mais j'ai pas de carte bleue, de toute façon je suis interdit bancaire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le mec à côté, donc l'autre, donc ça s'arrête là pour ce jeune homme. Et puis l'autre inconnu fait à peu près la même démarche. Et le caissier lui dit est-ce que vous avez une carte d'identité? Et le mec dit non, mais j'ai plein de cartes bleues dans ma poche. Bon, il y en a aucune qui soit à mon plein dans ma poche. Donc le caissier lui dit non. Et donc en fait il retourne sans avoir aucun bitcoin dans son wallet, et moi je comprenais toujours pas ce qui se passait, et genre je suis désolée mais est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe, parce que en fait vous avez vraiment pas la gueule de banquier, je sais pas, vous avez fait des études de finance en disant mais non mais moi j'ai arrêté mes études en 3e, et puis j'ai dit je sais pas, quel est votre rapport, qu'est-ce que vous faites là? Et donc le mec me répond sans me répondre, grommelle dans leurs dents, et donc j'ai pas de réponse. Je me tourne vers l'autre, et puis l'autre me dit ouais non mais la même histoire, et puis de toute façon vos questions elles sont nazes. Voilà, donc ça s'arrête là. Les mecs partent, il récupère son argent à travers mon wallet, que je ne savais pas que c'était un wallet, et à partir de là ça commence. Voilà. Et donc là je me dis bon, il faudrait quand même que je comprenne. Voilà. 2015, j'aide 2 dealers, ou 2 racailles en tout cas, ça c'est sûr, à encaisser leurs euros, à décaisser leurs euros pour passer du système régulier à un autre système. Ah d'accord, voilà. Ça c'est intéressant, c'est vraiment c'est carrément une histoire assez exceptionnelle, je dirais. Mieux que la mienne, parce que moi aussi je connais le Nouma en fait, donc je suis allé au Nouma, et donc je suis aussi allé en face en fait après à la maison du Bitcoin. Hein. Maison de Bitcoin, oui. Ouais, en face, c'est la maison du Bitcoin, voilà, ouais. Donc ça, c'est assez impressionnant. Donc on est tous un peu passés par là, c'est bien. Mais aussi, alors ensuite, comment est-ce qu'on passe de là à ensuite décider d'en faire un sujet de travail ou de recherche, quoi que ce soit? À l'époque, je dirigeais une R. Et puis ensuite, je suis passée à gérer un autre incubateur et un autre pépinière. Et puis en fait, les startups c'était bien, mais je trouvais que, ça fait déjà depuis 2012, depuis 2011 que j'étais dans le milieu startup, et je voulais passer à autre chose. Et en fait, ça m'avait tellement halluciné cette histoire à la maison du Bitcoin que c'est comme ça que je suis tombée dedans. Alors j'ai regardé, mais j'ai pas agi. Et puis après il s'est passé d'autres choses. Et puis ensuite, en rencontrant tous les gens de l'écosystème, et notamment Favier et Marco, et là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette communauté, et c'est comme ça que tout a commencé. Et puis un jour je me dis bon ça suffit, je veux travailler dans ce domaine parce que c'est au-delà de fascinant. C'est demain qui est déjà aujourd'hui présent. Enfin, déjà plus. Ah, j'aime bien ça. Demain est déjà aujourd'hui présent. Effectivement. D'accord. Et donc le premier, comment on va dire, le premier job ou la première mission, c'était quoi exactement? J'ai commencé très tard mes premières missions. Non, d'abord j'ai écrit. Dès que j'ai rencontré quelque chose, j'ai écrit. Et donc en fait, la carte Tangem, c'était le premier porte-monnaie NFC qui est arrivé. Enfin, le premier wallet NFC avec non custodial qui est arrivé en France. Voilà. Et puis, alors attends, parce que ça c'est ma réponse, mais c'est pas celle que tu attends. Bon, j'ai fait des ateliers divers et variés, d'explications, de mise en place de wallet, des trucs, voilà. Et puis ensuite après j'ai eu des missions dont j'ai pas forcément. Je pense pas que je sois autorisée à. Donc voilà. Oh là là. C'est bien ça. Mais tu sais, tu signes toujours des NDA, donc. Okay. All right, okay, a lot of NDA. Okay.
je suis un peu désolée. Donc, tu signes des NDA et ça s'arrête là. En revanche, qu'est-ce que je peux te dire? Si, à chaque fois que j'ai dû traiter d'un sujet pour une mission, en fait, à chaque fois, je me suis intéressée à son contexte. Et c'est pour ça que, si tu veux, en fait, j'ai fait l'équivalent de ce qu'on pourrait dire des recensions. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on me demandait conseil sur un sujet, à chaque fois, je lisais tout ce qui était autour pour avoir une connaissance un peu plus dense. Et en fait, à chaque fois, j'arrivais à faire en sorte la société, le produit, le service ou la société qui répondait le mieux au marché et aux problèmes. Par exemple, il y a des choses. Kleros, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Enfin, il y a des sujets d'interopérabilité, de scalabilité, de gouvernance, etc. Et en fait, ces sujets, si tu veux, il y a des vagues d'intérêt, il y a des vagues de réalisation, donc c'est frénétique réalise. Mais une fois passé, qui reste réellement compétent, réellement fiable, des vraies solutions qui ont des vrais users. Et donc, si tu veux, c'est par ce biais d'émission, à chaque fois, j'étais obligée de faire le tri entre la hype, la vague, les sociétés moribondes, les coups de com, qui vraiment proposent un sujet, qui sont vraiment ad hoc, quoi, des vraies sociétés. Voilà. D'accord. Ok. Ouais, non, c'est intéressant. Ouais, tout à fait. Ça reste dans le cadre. Mais alors donc, au final, alors qu'est-ce qui nous amène maintenant au sujet sur lequel tu sembles travailler énormément aujourd'hui. Donc, si tu veux, cet aspect. Alors, déjà, on va essayer de redéfinir calmement. Qu'est-ce que c'est que les GAFA? Tiens, pour commencer avec vraiment le sujet du jour. Ok, les GAFA, d'abord, c'est un acronyme qui a été créé par un Français pour. En fait, les États-Unis, aux États-Unis, à l'époque, on ne parlait pas des GAFA, on parlait des Big Four, les Big Tech, qui étaient Google, Apple, Facebook, Amazon, qui étaient des monopoles particuliers dans la mesure où au-delà des monopoles, c'est des oligopoles, c'est-à-dire que plus il y a d'users, moins plus les monopoles sont restreints. Et donc ça posait des problèmes pour l'antitrust. Et donc et puis ça pose énormément de problèmes aussi en Europe pour la taxation. Une des caractéristiques de ces monopoles, c'est d'arriver à éviter l'impôt sur la droite et sur la gauche, et on paye le moins d'impôts possible. Enfin, de taxation locale possible. Ce qui est quand même un problème parce qu'il y a de la vraie valeur ajoutée. Et puis, l'utilisation des datas sans consentement et sans pouvoir les effacer. Voilà. Donc, à partir de là, quand l'Europe s'est énervée, et a essayé de promulguer certaines lois, de donner certaines amendes, les GAFA se sont mis à réagir, Amazon, Facebook, Apple, pour l'utilisation de data, leur réussite à l'impôt. Et attends, il me manque quelque chose. Je voudrais rajouter que, en fait, on a souvent parlé de GAFA, GAFAM, GAFAMI. Et ensuite, il y a les petits frères, les NATU. GAFAM avec Microsoft, GAFAMI avec IBM, et en fait l'intelligence artificielle, et les NATU avec Netflix, A comme Airbnb, T comme Tesla, et U comme Uber, qui sont les petits frères, et qui en fait travaillent de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait c'est des pure players, ils ne possèdent rien, mais ils sont des plateformes de mise en relation internationales sur lesquelles ils prennent une commission. Donc les GAFA, les NATU, même combat, pure player, plateforme, commission, impôt sur le côté. Et donc voilà, c'est vrai qu'alors donc quelque part c'était comme on dit en anglais, on peut dire une self-fulfilling prophecy, c'est-à-dire que une fois qu'on écrit le nom GAFA, finalement apparaît une force qui s'appelle les GAFA quelque part. Puisque à partir du moment où elles se sont pas vraiment constituées, mais à partir du moment où elles ont commencé à exister, il a fallu qu'elles fassent un effort de lobbying auprès des grandes instances, et donc forcément elles se sont présentées sous cet angle-là. Les GAFA veulent ceci, les GAFA veulent cela. Donc finalement on a eu quelque part cette alors je sais pas comment on va dire, c'est quelqu'un qui a écrit quelque chose. Comment on appelle ça, une prophétie, je sais pas.
à l'avance. Non, il a réussi. Enfin, je ne sais plus qui a créé cet acronyme, mais en fait, c'était vraiment un article qui cherchait à synthétiser comment les monopoles américains arrivaient. Enfin, quel était le point commun des monopoles européens face à l'Europe? L'évitement face à la taxe, l'évitement face aux impôts et l'utilisation des datas sans consentement. Voilà. Ouais, donc ok. Donc ça c'est vraiment une caractéristique, on peut vraiment les caractériser par rapport à ça. Ça c'est sûr. Et alors, donc pourquoi est-ce que, enfin, en même temps, ok, on me dit ça, mais il y a plein de gens qui vont vous dire que mais elles ont fait des choses formidables, elles investissent des milliards dans la recherche, elles permettent, si je prends le cas de Microsoft, au niveau de l'éducation par exemple, le fait que Microsoft Excel soit presque ou quasiment gratuit a forcément aidé dans le domaine de l'éducation à un niveau quasiment jamais atteint par une seule compagnie, quoi. Je peux prendre Microsoft, je peux prendre Facebook qui est tout simplement en train de révolutionner le big data management et dont le logiciel est essentiellement open source, par exemple. Donc n'importe qui peut avoir accès à ce code. Il y a un endroit sur GitHub, vous pouvez aller, il y a un repository Facebook, vous allez là-dedans et vous retrouvez tout le code de Facebook. Donc quelque part, c'est une template que vous pouvez utiliser si jamais vous voulez manager un big data center. Toute la template est là pour vous. Donc il y a pas à aller dans une école. Toute l'information elle est déjà disponible. Donc je peux continuer comme ça. Donc pourquoi en fait, qu'est-ce qui ne va pas avec les GAFA en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais vous le faire dans l'autre sens. Je vais te le faire dans l'autre sens. On va prendre juste par exemple les musiciens. Les musiciens, il y a peu de musiciens riches. Il y a beaucoup de musiciens pauvres. Ouais, la majorité c'est pauvre. Voilà. Or, il y a beaucoup, enfin, les maisons de production ont quand même une manne conséquente, enfin, réussissent à récolter une manne conséquente, et les plateformes de streaming font fortune, et iTunes fait fortune de cette fortune. Ouais. Pourquoi est-ce que ça descend pas? Pourquoi ça descend? Ah oui, mais ça c'est le fameux effet ruisselant, trickle down effect. Alors qu'en fait c'est plutôt un trickle up. Hein, c'est ça, c'est un ruissellement vers le haut en fait. Quelque part. Mais non. Ok, donc là il y a un quiproquo. C'est pourquoi le producteur gagne-t-il moins que le diffuseur qui ne met pas sa peau en danger? Ah ben je dirais que ça c'est l'histoire du capitalisme aussi quelque part. Ça, il y a rien de nouveau sous le soleil quand même. Non. Pourquoi le producteur de musique, pourquoi le producteur de bouquins, pourquoi le producteur d'automobile gagne-t-il moins que iTunes, Uber, Amazon, des plateformes de diffusion qui touchent au final, elles agrègent, elles ne produisent rien mais elles recensent, agrègent, te vendent, et à partir du moment où elles te vendent, elles touchent un pourcentage, ce qui est bien, ce qui est normal. Enfin, chacun fait son taf. Voilà, Mais néanmoins, dans chacun fait son taf, il y a quelque chose qui est bancal. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, que toi, en tant que fan, toi, tu vas acheter. Et donc, c'est normal, tu vas payer. Mais eux, les vendeurs, les producteurs de contenu, que ce soit des objets, des books ou des films ou que ce soit de la musique, en fait, vont aussi rémunérer cette plateforme. Parce que quand ils vont toucher, en fait, si tu veux, des royalties, eh bien, en fait, il va y avoir une somme qui va être ponctionnée. Et puis, ça, mais si tu veux, cette double facturation, c'est pas fini, elle s'arrête pas là. En fait, toi, en tant que fan, tu as un comportement. Et ce comportement, au travers de la plateforme. Et ce comportement, c'est des datas. Et ces datas agrégées, en fait, vont permettre de définir de nouvelles tendances. Et donc, si tu veux, en fait, donc là, la plateforme vend un troisième produit. Ton comportement, plus celui des autres personnes de ta catégorie, genre, pays, horaire, niveau C++, etc., etc. Et donc, va permettre en agrégation de vendre des tendances. Et toi, là-dessus, toi, t'as payé plus cher ton produit,
a été utilisé pour pouvoir vendre un autre produit. Donc, si tu veux, il y a la plateforme fait une récupération à un modèle économique qui au moins touche 3 fois. D'accord. Au moins. Ok. Bon, alors déjà, il faut me dire, est-ce que c'était mieux avant? Je pense pas. Je pense pas que les producteurs et les artistes et les musiciens faisaient plus d'argent avant, donc ça c'est pas vrai non plus. Donc à ce niveau-là, protéger l'ancien système, je vois pas non plus l'intérêt. Je vois pas pourquoi on irait protéger quelque chose qui de toute façon ne récompensait pas les artistes, les musiciens, etc. Eux-mêmes vous le diront, c'était compliqué. Il fallait passer par la SACEM, machin. Enfin, c'est des histoires à dormir debout. Donc c'est de toute façon ce système-là ne marchait pas. Alors maintenant, on arrive à un autre système. OK. Et ce système-là n'est pas parfait. OK. On est bien d'accord. Mais n'oublions pas quand même que tous ces gens-là, que ce soit les producteurs de musique, que ce soit les grandes industries, industrielles de la musique, à l'époque, on leur a dit, passez au digital, c'est sérieux, l'Internet, c'est le futur, etc. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est bloquer Internet. La plupart du temps, on peut regarder dans l'histoire, que ce soit l'histoire des grandes majors de la musique. Dans le passé, quand Internet est arrivé, quand YouTube est arrivé, quand tout ça est arrivé, ils ont plutôt essayé de bloquer. Ils n'ont pas pu bloquer pour des raisons qu'on verra historiquement, je sais pas pourquoi. Ben justement, on va en discuter. C'est peut-être la preuve du début du pouvoir des GAFA. Justement, c'est la preuve qu'elles ont pu résister déjà à des industries qui étaient là avant et qui ont vraiment essayé de les bloquer. Non. Alors c'est justement là où je peux intervenir. Oui, d'accord. Justement, c'est là toute la force des GAFA et c'est toute la force des blockchains par ricochet. C'est-à-dire que en fait, les GAFA à l'origine ne sont pas rentrées en frontal. Elles sont rentrées par le côté. Et en rentrant par le côté, si tu veux, alors attends, il y a plusieurs variables à prendre en compte. Elles sont rentrées par le côté. 2, elles ont utilisé une technologie dite de rupture, c'est-à-dire une technologie que n'utilisaient pas les acteurs traditionnels. Et à partir de là, donc ça a permis de créer un nouveau type d'offre. Donc c'est pas une confrontation frontale avec l'ancien système, le nouveau système. C'est juste, on est à côté et on propose autre chose. Ça, c'était il y a 20 ans. Enfin, ça, c'est quelque chose de récurrent dans toute l'histoire des techniques et des technologies. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec la blockchain? C'est la même chose. C'est-à-dire que la blockchain, c'est une technologie dite de rupture par rapport aux acteurs traditionnels qui proposent quelque chose sur le côté pour offrir des nouveaux services. Donc, on n'est pas en opposition frontale. On n'est pas en opposition. On est en création de nouvelles valeurs, nouveaux services. Point. Il faut quand même remettre le contexte historique aussi. À ce niveau-là, je pense, pour moi, c'est aussi important de le dire, c'est-à-dire elles ont fait tomber des géants qui étaient là avant elles et qui, de toute façon, ne faisaient pas avancer les choses. Donc maintenant, c'est vrai que les GAFA proposent un autre modèle technologique. Alors, c'est vrai que moi, quand je les regarde, entre guillemets, avec admiration, c'est plutôt, je regarde vraiment l'aspect technologique. Je m'arrête vraiment qu'à ça. Ah oui, pour l'intérêt comment on appelle ça, de l'équité, parce qu'il faut que je dise quand même que je suis un peu. Je suis ambassadeur Facebook, non payé, non rémunéré. Donc je suis ambassadeur pour les startups et les small business. Donc ils m'ont payé un avion, je suis allé en Irlande, etc. Voilà. Donc voilà, il faut quand même que je le dise. Et je fais aussi des certifications Google Analytics. Donc voilà. Donc évidemment que je suis un peu de l'autre côté de la barrière et je fais aussi des certifications Excel aussi, pardon. Ouais, donc voilà, je suis vraiment de l'autre côté de la barrière. Mais donc c'est pour ça que j'essaie aussi de comprendre l'argument inverse et j'essaie de comprendre ce qui se passe, d'avoir un dialogue apaisé et de dire tiens, voilà les arguments pour, voilà les arguments contre et essayons de voir. Donc pour moi déjà au départ, il y a cet aspect historique que les GAFA ont quand même, elles ont ouvert un nouveau marché et il y a quand même plutôt des nouveaux acteurs, plutôt des acteurs jeunes, plutôt des acteurs innovants, plutôt des acteurs audacieux. Et donc à ce niveau-là, pour moi, je reste quand même à ce niveau-là plutôt du côté de l'innovateur plutôt que du critique. Mais bon, on avance, c'est vrai dans le temps maintenant. Allez, 10 ans un peu plus. On est en 2010 et c'est vrai que là, on voit bien que tout, elle commence à pivoter. Donc YouTube devient YouTube. Google devient véritablement Google, Facebook devient véritablement Facebook. Et alors, à partir de là, ce que j'aimerais savoir, de ton point de vue, c'est alors il y a plusieurs solutions. Il y a des gens qui disent qu'il faut casser les GAFA
Par exemple, même aux États-Unis, il y a des gens qui le disent. Ouais. Je suis pas économiste, je suis pas informaticienne, je suis pas tout ça. Moi, mon point, c'est de dire la blockchain, c'est passionnant. Ce mot chapeau recouvre un nombre de paradigmes, de techniques et de possibilités absolument invraisemblables. C'est juste un mot chapeau, générique, mais il y a plein de choses derrière. En fait, j'aimerais bien te raconter autre chose. En 1998, le temps de la préhistoire, Il n'y avait pas de blockchain, tu te rends compte? Il n'y avait pas de blockchain. Comment ils ont enregistré le temps à cette époque-là, hein? Non, mais en 1998, j'étais partie à San Francisco avec l'idée de trouver un job que j'ai trouvé. Et puis en fait, j'ai eu un problème de visa, donc j'ai dû rentrer en 4e vitesse en France, voilà. Mais néanmoins, ce qui était intéressant, c'est que, donc c'était fin 98, début 99. Ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, la bulle Internet n'avait pas encore explosé. Elle était en train d'avancer comme ça, et elle allait exploser. Mais on n'y était pas, et c'était même pas envisageable, d'accord ? Sauf que comme elle allait exploser, en fait, les loyers avaient doublé, triplé, quintuplé, dextuplé, et c'était un enfer. Et donc, je cherchais un logement, et donc c'était vraiment un enfer parce que les prix étaient incroyablement haut. Et une amie m'appelle en me disant, et donc moi je suis une Yahoo girl, j'ai mon Yahoo identifiant depuis 1996. Enfin, c'est la préhistoire, quoi. Et donc, il y a une amie qui m'appelle et qui me dit, mais tu sais, tu devrais essayer. Il y a un nouvel algorithme qui est sorti. C'est une plateforme imprononçable. C'est Google. Ils font des algorithmes qui ressortent des bons résultats. J'essaye. Et je la rappelle en disant, mais c'est nul ce truc, c'est nul, ça marchera jamais, c'est nul à chier, ça me rapporte aucun bon résultat. Et puis de toute façon, il y a même pas de taxinomie qui permettent, il y a même pas de catégories qui me permettent d'aller chercher directement. Et si tu veux, en fait, à l'époque, Google était tellement nouveau qu'on pouvait pas comprendre pourquoi que moi en tant que Française venant juste d'arriver, etc. J'ai pas compris pourquoi c'était intéressant. Et j'ai osé dire, et aujourd'hui je m'en mords tous les jours les doigts, j'ai osé dire c'est nul, ça marchera jamais, je comprends pas, c'est nul, ça marchera jamais. Et à cause de ça, et à cause de cette myopie myopie des choses, à chaque fois que je comprends pas aujourd'hui quelque chose, je m'y attache vraiment parce que j'ai fait une fois cette connerie avec Google en 1998-99, et je suis tellement effarée de la myopie que j'ai pu avoir, qu'aujourd'hui c'est quelque chose dont j'ai peur, si tu veux. Je l'ai eu une fois, pourquoi ne l'aurais-je pas une deuxième fois? Voilà. Donc aujourd'hui je regarde la blockchain quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, j'y vais encore plus parce que justement je veux pas que ça se reproduise. Et donc la blockchain, la blockchain, ce qui m'intéresse en fait, c'est quelles sont les ouvertures, grâce à son ADN, parce que même si c'est un mot qui regroupe de très nombreux paradigmes et possibilités techniques, qu'est-ce que les gens peuvent créer grâce à la blockchain? Aujourd'hui, par exemple, il y a quelque chose que je trouve absolument fabuleux, c'est dans tout ce qui touche à l'économie et plus particulièrement au protocole financier. Il y a un écosystème qui est en train de se mettre en place autour des taux d'intérêt, du loto sans perdant, du stablecoin et d'un porte-monnaie je remplace ton banquier, l'ensemble est en train de créer quelque chose de fabuleux qui se regroupe sous le nom de la DeFi, mais je te laisse la main. Et on en parle. Non, oui, d'accord, mais c'est un bon, comment on dit, un segue dans le sujet suivant. Mais juste pour finir, donc justement, donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que donc tu parles déjà du coup d'après, c'est-à-dire que tu es en train de me dire que justement pour entre guillemets contrer les GAFAM et pour ou la solution à la trop grande importance des GAFA, tu penses que la solution devrait être technologique et non pas régulatoire, et plutôt aller vers des solutions technologiques. Parmi elles, l'une d'entre elles serait la blockchain. C'est ce que tu essaies de... Non. Ce qui me surprend, c'est que
tout le monde a regardé et a critiqué les GAFA. Ok, c'est une chose, quelles que soient les raisons. Mais on a oublié de regarder ce qui se passait et ce qui venait de Chine. Parce que les GAFA, les concurrents des GAFA ne sont absolument pas la blockchain. Bien au contraire, les concurrents des GAFA sont les BATX. Okay. D'accord. Baidu. Alors, Batix, Baidu, Tencent, Alibaba. Et ouais, voilà. Ouais. Et donc, ça, si tu veux, ils sont déjà là. Ils ont été relativement discrets jusqu'à 4-5 ans. Et là, maintenant, c'est une déferlante, si tu veux. Et on a vraiment une opposition de deux blocs. Politico-stratégique, technologique, et on n'est pas dedans, on n'est pas dans cette histoire. L'Europe est même pas spectateur, c'est à peine consommateur. Oui, technoculturelle. En même temps, elle diffuse une culture et en même temps, elle diffuse une technologie. Elles font les deux en même temps. Les deux passent par les mêmes tuyaux. Donc, donc ça, c'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les BATX? Alors, en quoi elles sont dangereuses? C'est quoi leur taille? Est-ce qu'elles sont déjà en mesure de rivaliser ou pas alors là, les GAFA? Les BATX, c'est juste, c'est les vrais concurrents des GAFA. Et en fait, si tu veux, ok, je voudrais revenir à la définition des choses. Les GAFA, c'est un terme générique, on est d'accord, mais qui, si tu veux, qui empêche quelque part, qui est un joli mot pour empêcher de penser. C'est-à-dire, si on reprend les choses, dans l'économie, il y a des silos. Enfin, il y a des silos. Il y a le silo de l'e-commerce, il y a le silo de la musique, il y a le silo du hardware, du software, du paiement, du cloud, des moteurs de recherche, de l'IA, enfin du taxi, des films télévision, des smart cities, du réseau social. Tu vois, tout ça, c'est des silos. Et tous ces silos, en fait, ils sont phagocytés par un GAFA ou un atout. Et c'est pas grave, c'est ce qui est. C'est 950 milliards contre alors 4200 milliards, donc 4 trilliards. Donc 950 milliards pour les BATX et 4 trilliards pour les GAFA. Voilà, c'est la mesure. 1 pour 4. Non. La Chine fait ce qu'elle veut avec nous n'avons pas la même conception conception en Occident et ailleurs de comment on définit une société, de comment on définit ses usagers, de comment on définit son chiffre d'affaires et de comment on rend visible au grand. Donc, les chiffres qui te sont donnés, je les regarde avec une relativité, très circonspecte, si tu veux. C'est vrai. Voilà. Donc, et puis d'autant plus qu'il te manque une chose, c'est que autant dans ces domaines silotés, dans lesquels les GAFA ont pris chacun un des silos, les BATX en fait jouent d'une autre manière, si tu veux, c'est-à-dire que la Chine est grande, la Chine est un très grand pays continent, et donc à partir de là, tu as plusieurs acteurs qui se divisent le marché, et chacun de ces acteurs, si tu veux, arrive avec sa technologie, sont plus ou moins similaires, mais arrive avec ses spécificités, son interface, son UX, machin, et sa communauté, et à partir de là, si tu veux, ils sont plusieurs sur les mêmes silos. Ah oui, d'accord. Donc, on n'évolue pas du tout de la même manière. Donc, si tu veux, quand on parle de chiffres, c'est vraiment très délicat. C'est très délicat, c'est vrai. Donc, c'est juste pour donner une taille, une impression de l'ordre de grandeur. Mais bon, c'est vrai que c'est 1 pour 4, ça peut être 1 pour 2, ça peut être 1 pour 1 pour tout ce qu'on sait, c'est vrai. Puis, il faut dire aussi que donc, en fait, si j'ai bien compris aussi, la Chine va imposer de toute façon son propre système et sa propre comptabilité aux autres aussi au final. Au final, c'est ce qui va arriver. Ne serait-ce que par les routes les routes de la soie, ça, oui. oui, donc forcément. Ouais. Donc voilà. Okay, donc en fait, la décentralisation, la blockchain et la décentralisation, ça c'est quelque chose qui va être très intéressant à regarder, et notamment qui va être de la blockchain / les smart contracts tirer les cryptos. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça
permettre d'optimiser les commerces déjà existants pour qu'ils puissent faire face à la concurrence. Si les GAFA ne les utilisent pas, ce qui est juste absolument improbable, alors les BATX, alors que c'est déjà inscrit dans les BATX. Et la crypto, les tokens, sont déjà utilisés au sein des BATX. Et donc, si les GAFA ne les ont pas utilisés ou n'ont pas plein de les mettre dans leurs produits, il y a une telle gagnée et un tel problème que c'est juste pas possible. Donc, tout le monde va les utiliser. Donc, ce qui est intéressant, c'est la génération d'après. C'est pas ces GAFA BATX qui les utilisent, va pondre la génération des blockchains natives. Ça va être passionnant. Parce que si tu veux, on n'est plus dans l'optimisation de l'existant, on est dans la création de nouvelles valeurs. Voilà. Et c'est pour ça que Compound, le Lotus en perdant, MakerDAO, Argent ou Monolith, c'est vraiment des systèmes qui aujourd'hui proposent autre chose dans des vieilles industries qui sont pas les GAFA, pas les BATX, mais des industries encore plus archaïques. Et donc en fait, si tu veux, d'un seul coup, on propose un double saut technologique et d'usage où au lieu d'être phagocytés par des institutions, en fait, d'un seul coup, les individus se retrouvent à la tête de leur bien. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est l'aspect, c'est le fait qu'on va pouvoir, c'est le fait que les individus vont pouvoir décentraliser l'utilisation de leurs données, ou c'est le fait que il faudra encore passer par une autre app qui va décentraliser pour nous nos données. Alors, quel sera le bénéfice de la blockchain dans tout ce... Ok, on va le prendre dans l'autre sens. La blockchain, c'est une technologie où tu as toujours un identifiant entrant, un identifiant sortant. Enfin, quoi que tu fasses, tu as des identifiants à tous les bouts. Celui qui fait rentrer une donnée, celui qui reçoit la donnée, il y a des identifiants. La donnée elle-même, elle a un identifiant, et ensuite la donnée, en fait, elle va générer une transaction. Et donc, cette transaction qui a aussi un identifiant. Donc, tout le monde a des identifiants. Et tout se passe, on va dire, en temps réel, mais surtout aussi en base de données unique. Tout ça, ce qui est intéressant... Attends, j'essaye de rebondir. Et vérifiable par tous. Oui. Transparent, insuffisable, inarrêtable... etc. Incalculable. Unstoppable. Ce qui est surtout que j'y crois pas vraiment non plus. J'y crois à moitié. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu as une équipe de gens qui se disent ah bah tiens, moi, t'as une équipe de gens qui se disent un matin en se levant ah bah tiens, moi j'aimerais bien créer ça. Alors généralement, j'aimerais bien créer ça. Il n'est pas pendant la nuit. En fait, il naît d'une histoire de vie professionnelle et en fait où il manquait quelque chose et où ces gens se lèvent et se disent ah bah tiens, si on pouvait créer des services qui correspondraient à ce qu'on a subi, à l'inverse de ce qu'on a subi ou au contraire ce dont on a toujours rêvé. Et c'est comme ça que par exemple la société Argent, c'est une société british, en fait propose une application que moi je trouve absolument fabuleuse, qui est en fait qui n'est pas qui va au-delà du porte-monnaie, qui va au-delà du wallet. En fait, elle te propose de récupérer la main sur tous tes biens, sur tous tes assets plus exactement. Donc, si toi tu as besoin d'argent et que tu me demandes à moi de te prêter 10 balles, ok, 100 balles, tu me les rends quand 1000 balles, t'es qui toi 10 000 balles. Oui ben non. Et ben en fait, si ce porte-monnaie en fait te permet de faire ta demande et de l'autre côté d'avoir des inconnus qui te répondent oui volontiers. Qu'est-ce que tu mets en dépôt? Et comme, si tu veux, la notion de dépôt, si tu veux, jusqu'à maintenant, c'était la banque qui le prenait avec l'hypothèque. Et là, on est vraiment dans la notion d'hypothèque de pair à pair. Ok, tu me demandes de te prêter du bitcoin, d'accord, qu'est-ce que tu mets en dépôt? Et donc, à partir de là, toi, moi, je te prête des sous, et toi, tu me rends ces sous avec un taux d'intérêt. Donc, on gère tous les deux notre prêt-emprunt et avec intérêt. Voilà.
pareil, si je veux faire de l'épargne, je peux que les monnaies se cassent la gueule et que je veux faire de l'épargne, non pas en tant qu'Européen avec l'euro, non pas en tant qu'Américain avec le dollar, non pas asiatique avec le yen, le RMB, le machin, mais en tant que d'autres pays qui sont en hyperinflation, en fait directement elles peuvent placer leur argent en DAI, en stablecoin. Ouais. Et là, si tu veux, on est dans des rapports qui sont nouveaux et qui sont fabuleux. Alors voilà. Ensuite, tu as effectivement la possibilité ensuite d'achat-vendre. Enfin, tu as des DEX, tu as la possibilité en fait de vendre de pair à pair. Et puis tu as aussi la cerise sur le gâteau qui est la loterie sans perdant, que je trouve incroyable, où en fait chacun de nous pose en steak, met en dépôt une somme, et cette somme va fructifier au fur et à mesure, fructifier ou non, au fur et à mesure des taux d'intérêt sur Compound. Et en fait, cet intérêt de toutes ces sommes cumulées va être versé à un gagnant. C'est une loterie sans perdant. Donc chacun récupère ses sous. Voilà. Donc ça, par exemple, si tu veux, ça c'est un exemple typique de choses qui jusqu'à maintenant n'existaient pas. Ouais. Ça, c'est vrai. Et que toute cette kyrielle d'identifiants, plus cette kyrielle de sécurité, la blockchain, quoi, te permet de créer. Alors, l'importance du temps réel, il y a aussi une grande importance du temps réel, alors. Oui. Quelle est ta question derrière? Alors, oui, justement, quelle est la question derrière? Parce que, justement, une fois qu'on a décidé, de partir, donc, sur des modèles, comme ça, si jamais on veut apprendre, par où on commence? Si on veut apprendre vraiment la chose et reprendre la chose par le premier bout, par où on commence? Attends. Ok. Est-ce que quand tu vas voir le médecin, tu lui demandes comment il a commencé ses 10 années d'études? Non, ça c'est sûr. Non, c'est vrai. Non. Voilà. Mais on veut quand même savoir le premier, quels sont les premiers symptômes, quels sont les deuxièmes symptômes, etc. Donc, on veut quand même avoir une... Et lui, il répondra qu'il est allé en fac, qu'il a fait une première année de médecine, qu'il a cubé ou pas, etc. Comment est-ce qu'on commence avec la blockchain? Tu as effectivement des écoles d'ingénieurs, tu as des écoles de chefs de projet, donc, qui sont plus fonctionnelles qu'opérationnelles. Tu as du consulting, tu as les grandes boîtes de consulting nationales ou internationales. Je sais pas, tu veux rajouter quelque chose? Non, ça va, ça me paraît assez clair. Patience, la ténacité que requiert ce domaine, il faut que ce domaine te branche quelque part. D'accord. Sinon, tu tiens pas le choc et tu repasses à autre chose. Et tu passes à autre chose. C'est ça, c'est vrai. Donc, mais je reviens quand même sur la question originale. Donc, tu penses que la solution donc au problème entre guillemets GAFA, passerait par la blockchain? Non. Non. J'ai dit ça et je peux pas dire. Je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Je peux pas dire ça. Les GAFA font face aujourd'hui. La blockchain avec que ce soit les protocoles, la blockchain crée autre chose sur le côté et ne peut pas s'opposer aux GAFA. Imagine que tu veux créer aujourd'hui une copie de YouTube à la blockchain. Aucun. Quel est l'intérêt de créer une copie d'Uber avec la blockchain? Aucun. D'ailleurs, ça marche pas. Il y en a plein qui ont essayé. Ils sont tous rétamés. Ils y arrivent pas. Au final, ils y arrivent pas. Aujourd'hui. Attends, une copie d'Uber sur la blockchain, ça va pas marcher. Non, Arcade, ils y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Pourtant, intuitivement, ça marcherait quand même. Oui. Non, ça marche. Mais est-ce que tu estimes que 500 clients par jour, c'est suffisant? Ah ouais. Pourquoi est-ce que tu veux remplacer quelque chose qui marche par quelque chose qui n'existe pas? Gardons ce qui marche. En revanche, à partir du moment où tu arrives sur le côté et tu crées quelque chose de nouveau, à ce moment-là, là, c'est intéressant. Sur le côté. Mais ensuite, le côté va devenir la majorité et va prendre toute la place. Va devenir la pièce centrale. De toute façon, pour moi, ça reste du big data management de toute façon. Mais, ok. Bon. On va passer à autre chose. Alors, maintenant, on va demander, je vais donner les noms de quelques personnalités. Et puis, tu vas me dire ce que tu en penses.
D'accord. Donc, laquelle des deux tu préfères? Ok. Donc, je vais commencer par Andreas Antonopoulos ou Satoshi Nakamoto. Oh, c'est dégueulasse. Pourquoi pas? Attends, non. Pourquoi? Alors, t'en as un qui, tu as un inconnu qui crée quelque chose de fabuleux, et tu as un mec qui prend, qui fait de l'évangélisation, qui a fait de l'évangélisation de ce protocole et de ce système, son métier, pour lequel personne ne l'a rétribué. Donc, non, attends, t'as un mec qui est tu as un collectif ou un individu qui est génial, et tu as un individu qui est courageux. Okay. Mais qui a fait aussi la démarche, si tu veux, d'apprendre, comprendre, faire la promotion, devoir batailler contre. Enfin, ouais. Ouais. Et puis j'avais aussi appris qu'il refusait de faire des speeches avant les IC aussi. Donc ça m'avait rassuré sur le personnage. C'est à la grande époque des IC, ouais, c'est fini. Donc, ok, alors on va prendre on va prendre deux autres. Allez, Jack Dorsey ou Steve Jobs? Jack Dorsey, Twitter, et Steve Jobs, Apple. GAFA, je sais bien. Mais bon, justement. En fait, je comprends pas le jeu. Il faut que tu m'expliques. Faut choisir lequel des deux est le moins pire, on va dire. Allez. Dans ton cas, c'est ça. Steve Jobs. Ok, Steve Jobs c'est moins pire que Jack Dorsey. Ok. Alors maintenant, Tesla ou Uber Drive? Tesla, putain, mais hésiter l'espace d'un instant. Tesla, c'est la Rolls du 21e. C'est la Rolls du 21e. Ok, pourquoi? Étymologiquement parlant, c'est la Rolls du 21e. Et pourquoi? C'est comme le Rolls-Royce. Rolls-Royce a inventé des nouveaux moteurs. Il a inventé une utilisation. Il a optimisé l'utilisation. Et puis c'est un travail de raffinement. Enfin, c'est un travail d'orfèvre. D'accord. Et ça, c'est pareil. Ouais. C'est de l'orfèvrerie, de la voiture, quoi. Est-ce que ce sont encore des voitures, d'ailleurs? Non, c'est un système d'opération nouveau. Voilà, c'est un système de transport. C'est un système de transport, système d'opération. Ouais, donc une Rolls du 21e. Une Rolls du 21e siècle. Ouais. Ok, est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question. Vas-y. Et la question, c'est si on peut pas bâtir, il y a plusieurs projets qui essaient de bâtir YouTube comme Liberi, il y a aussi D-Live, et ces tentatives comme Steemit, ils ont en train de pour le blogging et tout ça, qu'ils ont une très grande différenciation dans le sens que c'est plus efficace pour l'utilisateur et c'est plus juste. Et pourquoi il peut pas bâtir YouTube ou le GAFA, c'est juste parce que ils ont pas encore le scalabilité ou c'est juste le manque de temps encore parce que c'est trop jeune et ils ont pas on dit crossing the chasm où ils ont vraiment touché une ampleur encore, mais ça va arriver, c'est trop tôt. Ou tu penses qu'ils ont aucune chance? Est-ce qu'ils rapportent un confort d'usage à l'utilisateur? Les conforts, peut-être c'est pas là encore au niveau de YouTube, mais c'est comme la technologie est jeune, le UX c'est en train de se maturer. Non. Pourquoi toi, tes parents, toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, quand, c'est un peu trop loin, mais si vous avez habitué vos usages et à partager vos usages autour de YouTube, pourquoi, s'il n'y a pas quelque chose de mieux, pourquoi vous changeriez pour quelque chose de moins bien? Oui, c'est ça, que c'est pas la question de moins bien, c'est la question de si par exemple si je fais un blog et je peux être payé mieux pour mon blog parce que ça Steemit et au lieu de avoir un intermédiaire qui va prendre la plupart de bénéfices et pourquoi juste je tente parce que en revanche que j'ai une nouvelle communauté qui
qui voit les mêmes choses, qui est un système qui est plus juste et plus efficace. Et donc, juste par cette motivation, et je vais tenter. Peut-être il y a. Je crois pas. Je crois pas à l'altruisme spontané. Mais enfin, même si, enfin, on a un exemple. On a un exemple qui n'a rien à voir dans cette conversation, mais l'Église a beaucoup de mal à récolter des sous dans le denier du culte. C'est un enfer. Donc, et pourtant, elle existe depuis 2000 ans. Et si tu veux, l'altruisme ne sait pas. Enfin, les gens ont du mal à donner. Une pièce de 1 euro, une pièce de 10 francs ou 2 euros. Est-ce que dans un endroit, sur une plateforme où on est encore plus anonyme, si tu veux, pourquoi est-ce que je pense même Wikipédia. Alors très bien, j'ai pris le denier du culte qui est en fait dans le monde physique, mais Wikipédia fait régulièrement des relances parce qu'en fait il n'y a pas assez de contributions volontaires. Combien de fois as-tu dans ta vie à Wikipédia dont tu te sers tous les jours? Quasiment jamais. Donc pourquoi est-ce que sur des trucs pas bas de gamme, mais non essentiels, tu pourrais donner des sous? Alors, je te proposerais de réfléchir autrement. Grâce à là, il y a 3 mecs qui se sont 3 DJ, enfin un DJ, un producteur de DJ et un producteur d'événements, recherchant toujours des DJ et recherchant toujours des musiciens, qui se connaissent depuis 20 ans et qui ont décidé en fait il y a 10 ans de créer une société qu'on ait autant de mal à recruter ou à être recruté alors qu'il y a tellement de gens qui viennent écouter des concerts live. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, ils ont créé une plateforme de présentation des musiciens live. Et puis, quand la blockchain est arrivée, eh ben en fait, ils ont tout de suite compris le truc et ils ont proposé un nouveau service qui correspond qui correspond à ce que tu es en train de dire, mais par un autre biais. C'est-à-dire que, en fait, quand tu arrives sur la plateforme, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une plateforme qui te montre le nom de l'artiste, là où il se produit, combien sont les tickets, ces vidéos YouTube qui ont été scrollées, enfin que l'IA a récupérées, et donc tu as directement les URL. Et donc en fait, si tu veux, sur une page, tu as tout à la fois sur l'artiste, et tu peux aussi te mettre sur une page localité, sur une ville, et tu as tout sur les artistes qui se produisent ce soir et demain. Et tu peux regarder en live. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, ça, c'est ce que tu vois. Mais en fait, derrière, une fois que tu retournes le système, en fait, c'est là où c'est génial et c'est là où la blockchain a un véritable apport. Enfin, a un apport qui permet de créer un nouveau type de business. Là, il s'agit de l'artiste ou de la ville, on s'en fout. C'est toujours la question de l'artiste. Quand l'artiste, il donne ses events, si tu veux, il a un tarif. Imagine, toi, demain, tu veux faire un concert avec un Colombien, donc, en fait, le grand problème des organisateurs d'events, c'est où sourcer des bonnes ressources, combien les payer, pour quel type d'event, avec quel type de population. Le grand problème des musiciens, c'est comment être visible, comment être employé, comment être payé, à quel tarif, et comment être payé maintenant. Cette plateforme, en fait, a réussi à faire ça. C'est-à-dire que sous couvert de présenter une page pour les artistes, en fait, derrière, tout le système, IA, blockchain, algo diverses, permet d'établir une cote, d'établir où sont les fans, de faire du prédictif. Donc, à ce moment-là, c'est ça ce qui permet d'établir la cote, par pays et par horaire, etc. Et donc, si tu veux, en fait, de quoi s'agit-il? Eh ben, il s'agit d'une plateforme, en fait, de ressources. C'est une place des marchés des musiciens. C'est génial, non? Ouais, bien sûr. Et donc, et comment, et c'est ça s'appelle comment? Viberate. Okay. Et si tu veux, aujourd'hui, ça se présente comme une place de marché des musiciens pour le live, mais plus. C'est-à-dire que par le biais des smart contracts, les artistes sont payés immédiatement. Par le biais de l'IA, on peut estimer leur cote, mais au-delà de ça, il se passe que les smart contracts, en fait, ils te permettent de mettre les règles de gestion.
et notamment d'inclure les droits d'auteur. Ce qui fait que comme tu es dans du live, en fait, le paquet, il est directement envoyé et c'est fini. Tu n'as plus besoin d'autres intermédiaires. Donc, tout le monde est gagnant. Viberate, comment tu appelles ça? V-I-B-E comme V-I-B-E-R-A-T-E .io ou et un autre .com. Et en fait, les deux merge. Voilà. Okay. Et vraiment, sous couvert d'une plateforme pour les fans, en fait, c'est une gestion de carrière comme iTunes, une gestion de carrière des artistes live. Waouh, ça vaut vraiment. Ah, vraiment très bon. Hein. C'est vraiment un super outil. J'en ai un peu aussi. Moi, c'est justement, on va parler un peu des African leapfrogging ou plutôt des African lion. Et donc ce sont les apps en fait WhatsApp. On les appelle des WhatsApp mods. Donc ce sont des WhatsApp modifiés. Et en fait, il y a en 2017-2018, à un moment, ça correspondait à peu près la moitié du trafic Internet au Zimbabwe, donc, était justement passé par WhatsApp. Et en fait, WhatsApp, c'est énorme en Afrique et surtout dans cette partie-là de l'Afrique, c'est en Afrique australe, c'est vraiment énorme. C'est un énorme trafic en fait, et de gens, je veux dire en termes de gens. Mais aussi, donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment ou à un autre, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont commencé à faire des WhatsApp mods. Donc, ce sont des modifications de WhatsApp. Et donc, on les appelle il y en a, la plus connue s'appelle GB WhatsApp. Et en fait, évidemment, c'est comme WhatsApp, donc ça ressemble à du WhatsApp. Mais en fait, c'est une app, on va dire, pirate, en fait, tout simplement, qui évidemment offre beaucoup plus de capacité de stockage, puisqu'on est à 50 mégabytes au lieu de 16 mégabytes. Évidemment, il y a beaucoup plus de features comme. Ok, qui paye quoi? Pardon? Qui paye quoi? Qui paye quoi? Ah ben non, c'est personne, puisque l'app elle a été créée par quelqu'un. Mais qui paye? L'app a été créée par quelqu'un et puis il l'a mise sur le marché et puis elle est devenue beaucoup plus populaire. Et en plus, on la télécharge pas sur l'App Store ou le Android Store. Donc, c'est vraiment de la main à la main. On se la passe de la main à la main, de personne à personne. Herman, oui. Qui paye le stockage? Qui paye la bande passante? Ah, la bande passante? Tiens, ça c'est intéressant. Ça, c'est une bonne question. Et quand un produit est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Donc, en général, ouais. Ouais. Donc ils vont découvrir ça. Mais bon, déjà à la base, c'est une app piratée. Donc déjà, bon, oui, il faut bien t'attendre aussi à ce que voilà. Donc tu n'es pas allé la télécharger dans l'App Store ou des choses comme ça. Donc à partir de là, voilà. Mais donc c'est une app assez intéressante. Mais justement, on parlait des GAFA et on voit bien que la complexité des problématiques qui sont autour des GAFA vont encore augmenter, ne serait-ce qu'avec les copies déjà. Donc, ce qui va avoir des copies, je suis sûr, les copies de Facebook et du reste vont arriver aussi bientôt. Donc ça va se faire. Donc voilà, oui. Je vois pas moi, le problème de faire les copies, parce que si tu veux dans la notion de copie, la contrefaçon, si tu veux, une fois qu'elle est faite, elle est faite. Ouais. Mais ensuite, rien n'est fait. C'est-à-dire que t'as une coquille, mais elle est vide. Si t'as pas de user, si t'as pas de communauté qui te suit, eh ben elle meurt toute seule. GB WhatsApp, ils ont une communauté. Ils ont vraiment une énorme communauté. Ils ont une énorme quantité de trafic. C'est assez conséquent. Donc, je sais pas ce qui va se passer là-bas, mais ça va être intéressant. Quelle va être la réaction de Facebook? Quelle va être la réaction de Facebook, WhatsApp, Instagram? Comment est-ce qu'ils vont réagir à ça? Est-ce qu'ils vont attaquer en justice? Voilà. Donc, comme quoi, on se retrouve toujours. On est toujours le David et le Goliath de quelqu'un d'autre, en fait. Donc c'est ça qui ça va être l'ironie finale de l'histoire, sur toute cette histoire de GAFA justement, c'est que très très vite eux aussi vont se faire copier et que très très vite eux aussi vont devoir réagir par rapport à ça. Et je sais qu'en général l'Afrique est un terrain assez propice à ça parce que je connais très très peu déjà d'artistes africains qui en général déjà arrivent à gagner de leur vie en Afrique. En ne vendant qu'en Afrique, c'est quasiment impossible. Sauf si tu fais des concerts. Mais en ne vendant que des CD en Afrique, c'est quasiment impossible parce qu'il y a un énorme réseau de piratage de toute façon.
Donc, et là, je vois ce même réseau de piratage qui est en train de se mettre aussi en place pour WhatsApp, puis pour Facebook, puis pour tous les autres. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Quelle va être la réaction? Est-ce que ça va être comme la Chine il y a 20 ans où justement, comme quand ça se passait en Chine, justement, les gens ont plutôt fermé les yeux et puis ils ont dit, de toute façon, ils se développent. Ou alors, est-ce que, voilà, j'aimerais bien voir quel va être le modèle qu'on va suivre et qu'est-ce qui va se passer avec justement donc ces nouvelles apps qui sont créées. Okay. Donc c'était un bon point final pour nos amis des GAFA. Ok. Alors, est-ce que tu as une start-up à nous recommander ou une technologie à nous recommander qu'on devrait absolument acheter ou s'abonner ou télécharger tout de suite? Allez. Argent. Argent, A-R-G-E-N-T. Ouais. Ok. Qui est justement un wallet non custodial qui permet de faire du lending, de l'épargne, de l'exchange, de la gestion d'actifs, du DEX et de la loterie. Et Attends, tu dis custodial et non custodial, la différence? Non, non custodial. Tu es propriétaire de tes clés. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ça c'est dans à la limite c'est pour le grand public si tu veux, c'est l'application la plus simple à comprendre et la mieux foutue pour le grand public. Et l'interface utilisateur? Non, c'est vraiment très très bien, c'est intelligent, c'est sophistiqué et intelligent, vraiment. Mais je voudrais juste faire un petit détour par autre chose en fait. Alors attends, mon petit détour, c'est parce que la blockchain c'est le buzzword c'est le buzzword de la décennie. C'est ce qui va c'est ce qui va soigner tous les maux de notre civilisation et tous les problèmes techniques que nous avons auxquels nous devons faire face au sujet de l'informatique. Mais ce buzzword, mais c'est pas vrai. Non, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sociétés qui justement, donc il y a eExec. Je sais pas, ça vous parle ou pas du tout? eExec, non. eExec, c'est une société qui fait du cloud computing et qui met en relation, qui fait une place de marché sur tous les computing disponibles, tout le cloud disponible. Et donc, à partir du moment où tu as un data center, où tu as des serveurs qui tournent qu'à moitié, tu te mets sur cette plateforme et en fait, tu loues ta capacité disponible. Et donc ça, c'est typiquement une activité blockchain. Enfin, Decentralized Cloud Computing. Okay. Oui. Ensuite, tu as la même chose pour le storage, parce que c'est bien beau de produire plein de data. Ah, d'accord. Mais où est-ce que tu les stockes? Ah ouais, d'accord. Et donc, en fait, dans cette même mouvance, si tu veux, blockchain décentralisée, enfin blockchain, smart contract, crypto et décentralisation permet en fait d'utiliser ton téléphone si tu ne l'utilises pas, en tout cas pour sa capacité de storage, à ce moment-là, loue-la. Alors eExec, le token il est à 0,65 $, donc 65 cents, hein, d'accord? Oui, mais là, mais il est en progression de 1,81%. Oui, mais là, tu regardes quelque chose qui est autre chose. Tu regardes la valeur marchande du token. Ouais. C'est un truc, mais le nombre, si tu veux, c'est une très belle société, eExec. C'est-à-dire que c'est une société au-delà, sans rapport avec l'histoire, elle est française, mais c'est surtout que les mecs qui ont créé ça, c'est des PhD qui sont pas du tout à leur coup d'essai. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont sur le decentralized, qui à l'époque n'avait pas du tout les mêmes appellations, qui font du cloud computing depuis plus de 20 ans, qui ont commencé à l'INRA, etc. Donc ils font du cloud computing et sur lequel on peut storer donc des solutions blockchain, c'est ça? Quand tu utilises ton ordinateur, il y a un ensemble de choses qui se passent. Si tu veux, il y a un ensemble de choses qui se passent. Il faut faire du traitement. Le traitement, ça fait du computing, ça fait du calcul, ça demande du calcul. Et puis une fois que tu as fait ce calcul, donc le calcul il est mouvant, tu vois. Une fois que tu as fait du calcul, il faut le déposer quelque part. C'est deux choses différentes. L'un c'est calculer, l'autre c'est poser. Et donc ces deux types de sociétés, même s'ils utilisent le même matos, c'est deux activités différentes. eExec c'est pour le calcul, Filecoin c'est pour le stockage.
Filecoin, en fait, ça te stocke de tout à tout. C'est-à-dire du plus petit sur le plus petit, du plus gros au plus petit et au plus gros. Mais surtout, ça te géolocalise le stockage. Ah. Eh ouais. Ah. Ben oui. Donc à chaque fois, tu as des temps, tu as des délais, tu as de la bande passante, tu as de la censure, tu as des pannes, tu as plein de choses auxquelles ces deux sociétés, notamment ces deux sociétés, parce qu'il y en a plein d'autres, font contrecarre. Il y a une petite société aussi gérée mise en place par un Français qui s'appelle Kleros, qui en fait fait c'est une appellation entre justice en ligne, arbitrage et SAV. C'est-à-dire que en fait, quand tu signes ton contrat quand tu signes ton contrat entre prestataire ou client d'app, application décentralisée donc sur la blockchain, eh bien au moment où tu fais ça, tu cliques sur la touche prenez une garantie ou bien rédigez votre contrat de vente, et donc là tu prévois tous les cas de litige et qu'est-ce qui va se passer en cas de litige. Et donc, si tu as un litige, tu recliques, à ce moment-là, s'ouvre cette application, cette app, et sur cette application, en fait, tu as un nombre de personnes qui vont sourcer, qui vont te rendre une justice en ligne et elle va être exécutoire. C'est-à-dire que ça va déclencher le smart contract qui va te donner le dépôt de garantie. Voilà. Non, mais c'est pour ça. Ça s'appelle comment l'appli? Kleros. Kleros. Ah oui, clearing. Ok, d'accord. Bah ouais. Après, sur la privacy, tu as Civic, il y a plein d'applications qui se mettent en route tous les jours, d'autres qui meurent tout autant qui meurent tous les jours. Voilà. Donc ça dépend si tu veux parler des projets ou si tu veux parler des réelles sociétés. On peut parler de tout, hein. Moi, on n'a pas de limite, hein. On est plutôt toujours curieux. On veut toujours savoir ce qui se passe, hein. Non, on est plutôt intéressé, hein. Donc. Ok. Ouais. Bon, écoute, en tout cas, j'espère que j'ai pu éclairer ta lanterne. Ah oui. Ok, en tout cas, un grand merci encore à toi, Claire Desombres, pour cet entretien, qu'on va dire musclé, engagé, passionnant, avec beaucoup d'idées, avec beaucoup de concepts. On aurait pu continuer encore pendant 2-3 heures au moins, j'en suis sûr. Mais bon, on va s'arrêter là parce que je pense qu'on a vraiment eu vraiment la quintessence de ce qu'on aurait pu avoir aujourd'hui. Alors, avant de finir, quand même, on va te laisser justement un dernier mot pour les générations futures. Et puis surtout, dis-nous où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet, évidemment. Ok, donc sur LinkedIn, Claire Desombres. Okay. C'est largement suffisant. Et le mot pour la postérité, j'en ai pas. Ah, il n'y a pas de mot. Ah, non, il y a quand même un mot. Il n'y a pas de mot pour la postérité. Pour les jeunes générations qui écoutent. La blockchain de demain est déjà là aujourd'hui? OK, all right. La blockchain de demain est déjà là aujourd'hui. Yeah. OK, blockchain is for the children, you hear it. OK. Bon, Dr. Won Kim de l'ESCE, Paris Business School, où est-ce qu'on peut te trouver, s'il te plaît? Oui, sur master avec un e.esce.fr. D'accord, OK. Et puis, vous pouvez me trouver, moi, Herman Djoumessi et la communauté ADMP sur le hashtag ADMP, sur Twitter, @TeamADMP, sur Instagram, @TeamADMP, sur Facebook, dans Facebook, donc hashtag ADMP, vous suffit simplement de taper hashtag ADMP dans le moteur de recherche Facebook. Ou alors, évidemment, on a un site web, un blog qui est www.admpawards.biz. Je m'appelle ADMP.biz et venez rejoindre nos 17 000 lecteurs par mois. Évidemment, il y a une adresse email qui est teamadmp@gmail.com, teamadmp@gmail.com. Donc, aussi, nous allons avoir une série de petits shout-outs. Donc, shout-out à AfriVisage, shout-out à Mireiko, shout-out à Tech Love Fashion, shout-out at YB Paris, shout-out at Manuba Technology Park en Tunisie, shout-out at Songomoni, shout-out at Wakadam,
the African LinkedIn Network. Shout out at AAVE et shout out at Ledger Nano X. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous, pour ceux qui veulent justement passer un jour sur le shout out, hein, vous nous envoyez un email à la bonne adresse teamadmp@gmail.com. Hashtag shoutoutVDB. Voilà. Merci beaucoup encore. C'était donc Blockdown Blockchain Podcast BDB1 et Digital Inception est une production par ADMP Virtual Incubator. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, au revoir. Au revoir. Believe me when I say it. Bye bye.